j'ai décidé de tester ma famille. Je leur ai dit, il me reste 2 semaines à vivre. La vérité, c'est que je cachais un héritage de 2,8 millions d'euros. Ce même jour, j'ai surpris une conversation entre mon fils et sa femme. Et j'ai paniqué. Je suis contente de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout. Et commentez la ville d'où vous m'écoutez pour que je voie jusqu'où mon histoire a voyagé. Je n'ai jamais pensé devoir tester l'amour de ma propre famille. Mais 2 ans après avoir enterré mon mari Richard, c'est exactement ce que je faisais. Assise dans ma cuisine familiale à Marseille, un mardi matin, je regardais le relevé de compte qui affichait 2,7 millions d'euros. C'était de l'argent dont mon fils Thomas et ma belle-fille Karine ignoraient totalement l'existence. J'ai pris une décision qui allait tout changer. Il me reste 2 semaines à vivre. Les mots semblaient étranges sur ma langue, alors que je les répétais dans la maison vide. La chaise de Richard en face de moi semblait juger mon choix, mais j'ai repoussé la culpabilité. Quelque chose n'allait pas avec ma famille. Et j'avais besoin de savoir à quel point, avant qu'il ne soit trop tard. Les signes s'accumulaient depuis des mois. Les visites de Thomas étaient devenues plus fréquentes après le premier anniversaire de la mort de son père. Mais elles étaient différentes, calculées. Il se promenait dans la maison avec Karine, leurs yeux s'attardant sur les antiquités, sur les tableaux, sur tout ce qui pouvait avoir de la valeur. Quand il pensait que je n'écoutais pas, j'attrapais des fragments de conversation. Des choses comme « quand le moment viendra » et « ce que nous ferons de toutes ces affaires ». Au début, je me suis dit que j'étais paranoïaque. Le chagrin vous rend méfiant. Mais ensuite, sont venues les questions sur mes finances déguisées en inquiétude. Karine, avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son sourire calculé, me tapotait la main et me demandait si j'avais besoin d'aide pour organiser mes affaires. Thomas mentionnait à quel point cela devait être écrasant de tout gérer seul. Il ne demandait jamais comment je me sentais. Il ne demandait jamais si leur père me manquait. Il posait des questions sur les comptes bancaires et les polices d'assurance. Le coup de grâce est arrivé il y a 3 semaines. J'étais à l'étage quand je les ai entendus dans le salon. Leur voix portait à travers les murs fins de la vieille maison. « Elle doit avoir plus d'argent qu'elle ne le laisse paraître », disait Karine. « Regarde cet endroit. Rien que les antiquités valent une fortune. Papa a toujours dit qu'il faisait attention à l'argent, a répondu Thomas. Il y a probablement beaucoup plus que ce que nous pensons. Eh bien, elle ne peut pas vivre éternellement. Elle a déjà 68 ans. La cruauté désinvolte dans sa voix m'a glacé le sang. Ce n'était pas du chagrin ni de l'inquiétude. C'était du calcul. Ils attendaient que je meure. Cette nuit-là, je me suis assise dans le bureau de Richard, entourée de ses livres. Son odeur flottait encore sur son pull préféré. J'ai pensé à l'argent de l'assurance-vie qu'il m'avait laissé, aux investissements qu'il avait faits si soigneusement pendant nos 43 ans de mariage, de l'argent que j'avais à peine touché. Je ne pouvais pas supporter d'y penser. Richard avait été méthodique. Il avait grandi dans la pauvreté, et la peur de la pauvreté ne l'avait jamais quitté, même après que son entreprise de construction ait décollé, chaque euro était compté. Quand il est mort, les avocats m'ont présenté des papiers montrant des actifs dont je ne connaissais même pas l'existence. Des actions, des obligations, des certificats de dépôt. Tout à mon nom. Je n'avais parlé à personne de l'ampleur de l'héritage. Pas même à Thomas. J'avais mentionné l'assurance-vie, bien sûr. Il connaissait la maison, le livret A, mais le reste, les millions qui représentaient toute une vie de planification, c'était mon secret. Et maintenant, j'étais heureuse de l'avoir gardé. Le plan s'est formé lentement. J'ai fait des recherches en ligne, lisant des sites médicaux sur les symptômes du cancer. J'ai pratiqué les mots que je devrais dire, l'expression dévastée que je devrais porter. Mentir sur quelque chose d'aussi grave me semblait mal, mais leur discussion désinvolte sur ma mort me semblait pire.
J'ai d'abord appelé le docteur Martin, mon médecin, depuis 15 ans. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui parler en privé. Quand je lui ai expliqué ce que je comptais faire, il est resté silencieux un long moment. « Michel, je ne peux pas participer à cette tromperie, » dit-il enfin. « Ils ne vous appelleront pas, » je l'ai assuré. « Je leur dirai que je vois un spécialiste. Vous devez juste ne pas me contredire s'ils vous contactent. » Une autre longue pause. « Pourquoi faites-vous cela ?» Je lui ai raconté les conversations surprises. La façon dont il regardait mes affaires, comme si elles étaient déjà les leurs. Il a écouté sans juger. Quand j'ai fini, il a soupiré. 2 semaines. Soyez prudente, Michel. Ce genre de mensonge a tendance à devenir réel. J'ai appelé Thomas cet après-midi-là, mes mains tremblaient. Chérie, j'ai besoin que toi et Karine veniez ce soir. J'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Sa voix avait cette pointe d'agacement qu'il a toujours quand j'interromps son emploi du temps. Viens, s'il te plaît, c'est important. Il y eut un silence. Puis une conversation étouffée avec Karine. On sera là vers 19h. J'ai passé le reste de l'après-midi à me préparer. J'ai sorti la boîte de mouchoirs placée stratégiquement sur la table basse. J'ai trouvé une vieille brochure médicale sur le cancer. J'ai un peu ébouriffé mes cheveux. J'ai fatigué mon regard. Quand ils sont arrivés à 19h pile, j'ai vu l'impatience sur leur visage. Karine a vérifié son téléphone 2 fois, en enlevant son manteau. Thomas m'a à peine embrassé la joue, avant de s'installer dans le fauteuil qui était celui de son père. « Or, de quoi s'agit-il, maman ?» a-t-il demandé en jetant un coup d'alali à sa montre. J'ai pris une inspiration tremblante, surprise de me sentir si émue malgré la tromperie. J'ai reçu des résultats d'analyse aujourd'hui. Leurs expressions ont changé instantanément. Le téléphone de Karine a disparu dans son sac. Thomas s'est penché en avant. « Quel genre de résultat ne résultat? Je me sens fatiguée ces derniers temps, plus que d'habitude. Et il y avait d'autres symptômes. » J'ai laissé ma voix s'éteindre. Le médecin a fait des tests. Le silence s'est étiré. Dehors, une portière a claqué. « Maman !» dit doucement Thomas. Et pendant un instant, j'ai entendu le petit garçon qu'il était. « Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ?» J'ai croisé son regard cherchant de l'amour, de l'inquiétude sincère. Ce que j'ai vu, c'était de la peur. Mais je ne pouvais pas dire si c'était de la peur pour moi ou pour autre chose. « C'est le cancer », j'ai murmuré. « Un cancer du pancréas. Ils disent non qu'il me reste peut-être 2 semaines. » Les mots flottaient dans l'air comme une condamnation à mort. La première chose que Karine a dite n'a pas été « Je suis désolée » ou « Nous sommes là pour toi ». C'était « Vous êtes sûr ils ont fait tous les tests ?» Je l'ai observé attentivement. J'ai noté comment ses doigts manucurés tournaient son alliance. Une habitude nerveuse que j'avais remarquée quand elle calculait quelque chose. Thomas était assis figé dans le fauteuil de Richard. Sa bouche était entr'ouverte, mais ses yeux étaient déjà distants, en train d'analyser. « Oui !» j'ai dit ma voix à peine audible. Le docteur Martin m'a référé à un oncologue. Ils l'ont confirmé hier. Hier, la voix de Thomas s'ébrisait. « Pourquoi tu ne nous as pas appelés ? Immédiatement !» J'ai serré le mouchoir dans ma main, faisant monter les larmes. J'avais besoin de temps, pour l'encaisser moi-même, pour trouver comment vous le dire. Karine s'est levée brusquement. Elle a commencé à faire les 100 pas derrière le canapé. Elle portait ses talons chers qu'elle adore, ceux qui claquent sur le parquet comme un compte à rebours. Clic, clic, clic. « Et le traitement ?» a-t-elle demandé. Il y a sûrement des options. Des essais cliniques différents, spécialistes. Ils ont dit que c'était trop avancé. J'ai répondu en la regardant arpenter la pièce. C'est déjà métastasé.
Ils peuvent me mettre à l'aise, mais... Mais quoi et un deuxième avis? A interrompu Thomas soudainement animé. Papa disait toujours qu'il ne fallait jamais accepter le premier diagnostic. La mention de Richard aurait dû apporter du réconfort. Mais la façon dont Thomas l'a dit sonnait creux. Comme s'il lisait un script. J'ai étudié son viaja, cherchant le chagrin que je m'attendais à voir. À la place, j'ai vu quelque chose qui m'a retourné l'estomac. D'où calcul. J'apprécie, chérie, mais les tests sont concluants. Plusieurs médecins l'ont confirmé. Karine a arrêté de marcher. Elle s'est perchée sur le bord du canapé. Eh bien, nous devons penser pratique alors. Sa voix avait pris ce ton vif et efficace qu'elle utilise pour planifier des dîners. Avez-vous pensé aux dispositions? Dispositions, j'ai répété. Vous savez, la planification de fin de vie. S'assurer que tout est en ordre pour... Elle a fait un geste vague, incapable de dire les mots. Thomas lui a lancé un regard d'avertissement, mais elle a continué. Je veux juste dire qu'il vaut mieux gérer ces choses pendant que vous vous sentez encore capable. Les aspects légaux, la planification financière. Voilà, moins de 10 minutes après avoir appris que leur mère était, soi-disant, mourante, ils parlaient déjà d'argent. Je n'ai pas vraiment réfléchi aussi loin. Ai-je menti? C'est tellement écrasant. Bien sûr que ça l'est, a dit Karine, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. C'est pour ça que vous nous avez. Nous pouvons vous aider à tout organiser. S'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet. Elle a échangé un regard avec Thomas. Quelque chose est passé entre eux. Une communication silencieuse que j'observais depuis des mois, mais que je n'avais jamais comprise jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on devrait discuter de ça demain, a suggéré Thomas, quand tu auras eu le temps de tout absorber. On pourrait passer dans la matinée et commencer à faire des listes. Des listes de documents importants, de numéros de compte, ce genre de choses, a expliqué Karine. Juste pour qu'on sache où tout se trouve, quand le moment viendra. Cela vous apporterait la tranquillité d'esprit, de savoir que tout est organisé. J'avais envie de rire de l'ironie. Ils pensaient être subtils, mais leur empressement était visible. 2 semaines à vivre, et ils faisaient déjà des listes d'inventaire. Je ne suis pas sûre d'être encore prête pour ça, j'ai dit. Le sourire de Karine s'est crispé, presque imperceptiblement. Eh bien, il ne faut pas trop attendre. Ces choses peuvent aller vite. Et si vous devenez incapable, ce sera beaucoup plus compliqué. Le mot flottait dans l'air comme une menace. Incapable. Karine a raison, maman, a dit Thomas en se penchant pour tapoter ma main. Son contact était froid, mécanique. C'est juste être responsable. Papa aurait voulu que tu aies tout en ordre. Encore cette invocation désinvolte de Richard. Utiliser sa mémoire comme levier. Votre père et Mtfai avons déjà réglé la plupart de ces choses, j'ai dit prudemment. Mais nous ne savons pas où tout se trouve, a souligné Karine. Si quelque chose vous arrivait soudainement, nous serions complètement perdus. Compte bancaire, police, d'assurance, relevé de placement. Relevé de placement, mon pouls s'est accéléré. Comment savait-elle pour les placements? Je n'avais jamais mentionné autre chose que le livret A. Quel relevé de placement? J'ai demandé, gardant ma voix neutre. Thomas et Karine ont échangé un autre regard. Cette fois, la panique a vacillé sur le visage de Thomas. Eh bien, je supposais juste, a rétorqué Karine. Je veux dire, papa était si prudent avec l'argent. Il serait logique qu'il y ait des investissements. Mais je pouvais voir le mensonge dans ses yeux. Il savait quelque chose. La question était, à quel point je me suis excusée pour aller chercher de l'eau. J'avais besoin d'un moment pour réfléchir.
Dans la cuisine, je me suis agrippée au comptoir. J'ai essayé de digérer ce dont je venais d'être témoin. Leur inquiétude n'était pas pour ma souffrance. C'était un intérêt purement calculateur, pour ce que j'allais laisser derrière moi. Quand je suis retournée au salon, ils chuchotaient de manière urgente. Ils se sont arrêtés net dès qu'ils m'ont vue. « Tu te sens bien ?» a demandé Thomas. « Tu as l'air pâle. »« Juste fatigué, » j'ai dit. « Ça a été une journée difficile. »« Bien sûr, » a roucoulé Karine. « Pourquoi ne pas vous laisser vous reposer, on pourra reparler demain. » Ils ont rassemblé leurs manteaux. Avec une efficacité qui semblait répétée, Karine m'a embrassé la joue. Son parfum était écœurant. Essayez de dormir. Et ne vous inquiétez de rien. On s'occupe de tout. Après leur départ, je suis restée assise dans le salon. La maison semblait différente maintenant, chargée de l'électricité de la tromperie. De tous les côtés. Je n'étais pas la seule à mentir. J'ai marché jusqu'à ma chambre en passant devant les photos qui bordaient le couloir. Thomas bébé, Thomas petit garçon, Thomas diplômé, son mariage. Sur chaque photo, il souriait. Mais maintenant, ses sourires me semblaient différents. Avais-je élevé un fils capable de calculer ses marges de profit? Pendant que sa mère faisait face à la mort, avant de me coucher, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai ouvert l'ordinateur portable de Richard. Je l'avais gardé chargé. Son mot de passe était toujours notre date d'anniversaire. J'ai fait défiler les anciens messages, cherchant tout ce qui pourrait expliquer comment Thomas et Karine pouvaient être au courant d'investissements dont ils n'auraient pas dû connaître l'existence. Et puis je l'ai trouvé, enterré dans un dossier intitulé « Correspondance importante », un échange d'emails entre Richard et notre conseiller financier, datant de 6 mois avant sa mort. Ils discutaient du transfert de certains actifs pour assurer un bénéfice maximal aux survivants. Au bas d'un email, Richard avait écrit « Veuillez envoyer une copie de ceci à Thomas également. Je veux qu'il comprenne toute l'étendue de ce dont Michel héritera. » Mes mains tremblaient en lisant les détails financiers décrits dans la correspondance. Chaque investissement, chaque compte, chaque heure des 2 à 8 millions d'euros d'héritage y était exposé. Et Thomas en avait reçu une copie. La trahison m'a coupé le souffle plus profondément que n'importe quel cancer n'aurait pu le faire. Non seulement mon fils savait exactement ce que je valais, mais il le savait depuis plus de 2 ans. Et il n'avait jamais rien dit. Il m'avait laissé pleurer seul, gérer seul, tout en sachant qu'il était assis sur des informations qui auraient pu m'aider, mais pire que le secret. C'était ce que cela révélait sur son caractère. Il connaissait l'argent, et au lieu de m'aider, il avait simplement regardé et attendu, comme un vautour. J'ai fermé l'ordinateur. Je me suis assise dans l'obscurité de ma chambre. Pour la première fois depuis le début de cette terrible comédie, je me suis demandé si j'avais fait Andy River. Peut-être que certaines vérités étaient trop douloureuses à découvrir. Mais en pensant à l'efficacité froide de Karine et à l'inquiétude calculée de Thomas, je savais que je devais aller jusqu'au bout. S'ils étaient capables de ce niveau de tromperie pendant que j'étais soi-disant mourante, de quoi étaient-ils capables si j'étais vraiment partie? Le test venait à peine de commencer. Et je n'aimais déjà pas ce que j'apprenais. Ils sont revenus le lendemain matin avec des renforts. J'étais encore en robe de chambre, l'air délibérément frêle, quand la sonnette a retenti à 8h30. À travers le Judas, j'ai vu Thomas et Karine, flanqués d'un homme en costume chair porteur d'une mallette en cuir. Mon estomac s'est noué. « Maman, voici Maître Breton », a dit Thomas alors qu'ils entraient dans mon salon. C'est un ami de la famille de Karine, un avocat spécialisant en succession. Maître Breton ressemblait à tous les avocats de cinéma. Cheveux argentés confiants, avec le genre de sourire qui coûte une fortune. Il m'a tendu la main avec une sympathie calculée. « Madame,
Je suis si désolée d'apprendre votre diagnostic. Thomas et Karine ont pensé que je pourrais vous aider à naviguer les complexités légales. Je les ai regardés sincèrement choqués par leur audace. Moins de 12 heures après avoir appris ma mort imminente, ils avaient assemblé une équipe juridique. J'apprécie l'inquiétude, j'ai dit lentement. Mais je ne suis pas sûre d'être prête à penser aux questions légales. C'est exactement pourquoi nous devons agir vite, est intervenue Karine, s'installant sur mon canapé, comme si elle en était propriétaire. Ces choses deviennent beaucoup plus compliquées si nous attendons. Maître Breton a ouvert sa mallette. J'ai pris la liberté de préparer quelques documents de base, basés sur ce que Thomas et Karine m'ont dit. Rien de contraignant, bien sûr. Juste des cadres de discussion. Il a étalé des papiers sur ma table basse. Des formulaires de procuration. Des modèles de testament. Des documents de fiducie. Leur vue m'a serré la poitrine. Cela semble terriblement rapide. « Madame !» dit Maître Breton de ce ton condescendant que les avocats utilisent avec les clients âgés. Je comprends que cela semble écrasant, mais avec un diagnostic terminal, surtout avec un délai si court, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. La dernière chose que vous voulez, c'est que vos affaires soient réglées par le tribunal. Thomas s'est penché en avant dans le fauteuil de son père. Maître Breton explique que si nous ne mettons pas ces documents en place, l'État pourrait bloquer vos actifs pendant des mois, voire des années. Vos actifs pourraient être gelés, a ajouté Karine. Pensez à l'impact que cela aurait sur tous ceux qui dépendent de vous, tous ceux qui dépendent de moi. La phrase était soigneusement choisie. Je ne savais pas que quiconque dépendait de moi financièrement. J'ai dit. Un autre échange de regards entre eux. Eh bien, nous pensions, dit Karine prudemment. Avec tout ce qui se passe, peut-être que ce serait logique que nous emménagions ici, pour prendre soin de vous pendant vos dernières semaines. Emménager temporairement, a ajouté Thomas rapidement. Juste pour s'assurer que vous n'êtes pas seul, et pour aider à gérer les choses à mesure que votre état progresse. Maître Breton a hoché la tête. C'est très attentionné, et cela rendrait la transition beaucoup plus douce. Le moment venu. Avoir des membres de la famille déjà établis dans le ménage simplifie de nombreux aspects juridiques. La transition. Il parlait de ma mort comme d'une fusion d'entreprises. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire, j'ai dit. Mais pour combien de temps ? La voix de Karine portait une note d'impatience. Elle s'est vite reprise. Le médecin a dit que ça pouvait progresser rapidement. Et si vous tombez, et si vous ne pouvez pas atteindre le téléphone, elle peignait un tableau d'impuissance. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de contrôle. Ils me voulaient isolée, vulnérable et reconnaissante de leur présence. Maître Breton a sorti un autre jeu de documents. Ce sont des directives anticipées. Une procuration médicale. Elle permettrait à Thomas de prendre des décisions de santé si vous n'êtes plus en mesure de communiquer vos souhaits. Quel genre de décision ? Les soins de fin de vie principalement. Quand envisager les soins palliatifs, ce genre de choses. Les implications m'ont glacé. Il voulait l'autorité légale sur mes soins médicaux, alors que j'étais censée mourir d'une maladie que je n'avais pas. Je pense que j'aimerais d'abord en discuter avec mon propre avocat, j'ai dit. La température dans la pièce a chuté. Le sourire de Maître Breton s'est crispé. Bien sûr, c'est votre droit. Bien que beaucoup d'avocats ne sont pas disponibles dans un délai aussi court. Et avec votre calendrier, ce que mon collègue veut dire, interrompit doucement Karine, c'est que nous essayons de vous éviter un stress inutile. Thomas s'est levé. Maman, je dois te demander, es-tu sûre de ton avocat actuel? Quand lui as-tu parlé pour la dernière fois? Maître pâtissier gère toutes mes affaires.
j'ai dit. C'est l'avocat de notre famille depuis 20 ans. Mais est-il à jour sur la planification successorale ? A demandé Maître Breton. Les lois changent. Vous ne voudriez pas qu'un conseil obsolète coûte à vos bénéficiaires des milliers d'euros en taxes inutiles. Il m'attaquait sur plusieurs fronts. L'urgence, la complexité et la suggestion que mon avocat était incompétent. J'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai dit en me levant pour signaler la fin. Maître Breton a rassemblé ses papiers avec une réticence évidente. Je comprends votre hésitation, mais n'attendez pas trop longtemps. Alors qu'il partait, Karine s'est attardée près de la cheminée, ses yeux scannant les photos de famille. « Oh, je voulais demander, avez-vous un inventaire à jour de vos biens personnels pour les assurances ?» « Les assurances ! Eh bien, si quelque chose arrivait à la maison, ou si des objets devaient être déplacés. » L'implication était claire. Elle cataloguait mes biens. Après leur départ, je suis restée assise, entourée des documents qu'ils avaient oubliés. J'ai appelé Maître Pâtissier immédiatement. « Michel !» Sa voix familière était chaleureuse. « Comment tenez-vous le coup ? J'ai besoin de vous voir aujourd'hui, c'est urgent. » « Bien sûr, de quoi s'agit-il ? » Ma famille me pousse à signer des documents juridiques. Des procurations, des directives médicales, des modifications de testament. Il y eut une longue pause. « Michel, est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Êtes-vous malade ? C'est compliqué ? Pouvez-vous me voir cet après-midi ? Je trouverai le temps. 14 heures. Après avoir raccroché, j'ai examiné les papiers. Cachés dans le jargon juridique, se trouvaient des clauses qui donneraient à Thomas et Karine un contrôle total. La procuration leur permettrait de vendre mes biens, d'accéder à mes comptes, de prendre des décisions d'investissement. Mais le plus effrayant était un modèle de testament qui laissait tout à Thomas, avec Karine, nommée exécutrice alternative. Il était déjà partiellement rempli. Le téléphone a sonné, c'était Karine. Juste pour prendre de vos nouvelles. Vous sembliez un peu dépassé ce matin. Je vais bien, je digère. Je sais que c'est beaucoup. C'est pourquoi Maître Breton pensait qu'il serait peut-être utile de simplifier les choses. Se concentrer sur un ou 2 documents pour l'instant. Elle essayait de briser ma résistance, petit à petit. Lesquels ? Eh bien, la procuration médicale semble la plus urgente. Juste au cas où quelque chose arriverait rapidement. Vous voudriez que Thomas puisse parler au médecin pour vous, n'est-ce pas ? La manipulation était si douce. Elle utilisait mon prétendu amour pour mon fils, pour me faire signer mon autonomie. Et je vais y réfléchir. Bien sûr. Oh, et j'ai eu une autre pensée. Puisque nous pourrions rester ici plus souvent, serait-il acceptable que nous déplacions quelques affaires dans la chambre d'amis, juste le nécessaire ? Ils emménageaient, que je sois d'accord ou non. Karine, je n'ai pas encore décidé pour cet arrangement. Je sais. Je veux juste être prête. Vous savez comme j'aime planifier. Son rire était léger, mais je pouvais sentir l'acier en dessous. J'ai arpenté ma maison, en la voyant avec des yeux nouveaux. Chaque meuble, chaque photo. Ils étaient déjà en train de se les partager dans leur tête. J'ai pensé à l'homme que j'avais épousé. Il avait tant travaillé pour nous construire une vie sûre. Il avait fait confiance à Thomas. Que penserait-il du fils qu'il avait élevé, celui qui tournait maintenant autour de sa veuve comme un prédateur? Ce soir-là, je suis descendue à la cave. J'ai ouvert le vieux coffre-fort de Richard. À l'intérieur, avec les polices d'assurance et les documents fiscaux, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Une note manuscrite de Thomas, datée de 3 mois seulement après l'enterrement de son père. « Papa, je sais que tu ne peux pas lire ça, mais je veux que tu saches que je vais bien m'occuper de maman. Elle ne comprend pas l'argent comme toi, alors je m'assurerai que tout soit géré correctement. Je te promets qu'elle n'aura jamais à s'inquiéter de rien. » Le ton paternaliste.
La supposition que j'étais incapable, ce n'était pas un développement récent. Déclenché par mon faux diagnostic, c'était un plan à long terme. En mouvement depuis le jour où nous avons enterré Richard, je me suis assise dans la cave tenant les papiers de mon mari mort et les promesses de mon fils. La question n'était plus de savoir si ma famille m'aimait, la question était de savoir s'ils m'avaient jamais vu comme autre chose qu'un obstacle entre eux et leur héritage. Ma rencontre avec maître pâtissier a confirmé mes pires craintes. « Michel, dit-il en ajustant ses lunettes, ces papiers donneraient à votre fils un contrôle total sur votre vie. La procuration médicale seule lui permettrait de refuser un traitement d'interrompre le maintien en vie ou de vous placer dans un établissement contre votre volonté. Mais il y a des protections, des garde-fous. » Il a secoué la tête. « En théorie, oui. En pratique, une fois ces documents signés, il devient très difficile de les révoquer si vous êtes jugé mentalement inapte. Et avec un diagnostic terminal, il pourrait prétendre que je ne pense pas clairement. » Exactement. Il a mis les papiers de côté. « Michel, je dois vous demander, êtes-vous réellement malade ?» Je lui ai tout dit. Les conversations surprises, le test. Il a écouté sans juger. « Mon Dieu, dit-il quand j'eus fini. Et vous êtes certaine du montant de l'héritage de 8 millions. Richard était très méticuleux. Et ils sont au courant. Je lui ai parlé de l'email. Son expression s'est assombrie. Donc ils savent depuis 2 ans. Et ils ont planifié cela. Maître pâtissier soupira. Michel, je pense que vous êtes en plus grand danger que vous ne le réalisez. S'ils sont prêts à manipuler une femme mourante, ils pourraient être prêts à faire d'autres choses pour accélérer leur calendrier. Un frisson m'a parcouru. Que voulez-vous dire ? Je ne dis pas qu'ils vous feraient du mal directement. Mais s'ils croient que vous allez mourir de toute façon, ils pourraient être moins prudents avec vos médicaments. Votre régime. La négligence peut être tout aussi mortelle. La pensée ne m'avait pas effleurée. Et si 2 semaines leur semblaient trop longues à attendre, que dois-je faire ? D'abord, ne signez rien. Signez rien. Deuxièmement, nous devons protéger vos actifs immédiatement. Je vais recommander des arrangements de fiducie qui rendront l'accès à votre argent beaucoup plus difficile. Il y a une dernière chose, dit-il. Je pense que vous devriez engager un détective privé. Un détective ? Pour savoir exactement ce qu'ils ont planifié. Le savoir, c'est le pouvoir, Michel. Mieux vous connaîtrez leurs intentions, mieux vous pourrez vous protéger. Je suis partie avec une pile de documents et la carte de visite d'un détective privé nommé Marc. En rentrant chez moi, la voiture de Thomas était dans l'allée. Je l'ai trouvé, lui et Karine, dans ma cuisine. Ils déballaient des sacs de courses. Ils étaient entrés avec le double des clés. « Te voilà !» dit vivement Karine. On s'inquiétait. J'avais des courses à faire. « On t'a apporté des provisions », dit Thomas sans me regarder. Je les ai regardés se déplacer dans ma cuisine avec la familiarité des propriétaires. Karine avait réorganisé mon étagère à épices. Thomas avait déplacé ma cafetière pour faire de la place à un extracteur de jus cher que je n'avais jamais vu. On a aussi pensé commencer à déménager quelques affaires dans la chambre d'amis, a continué Karine. Juste au cas où tu aurais besoin de nous. Je vous ai dit que je n'avais pas décidé de cet arrangement. Mon, dit Thomas me regardant enfin. On ne te demande pas la permission. On te dit ce qui va se passer. Tu es malade. Et on va s'occuper de toi que ça te plaise ou non. Le ton autoritaire m'a choquée. Ce n'était pas le fils que j'avais élevé. Oh, je suis parfaitement capable de m'occuper de moi-même. Vraiment ? A demandé Karine. Parce que tu as l'air épuisé. Et tu commences à t'embrouiller avec des choses simples. Quelles choses simples ? Eh bien, tu as laissé la porte d'entrée non verrouillée aujourd'hui.
Et hier, tu as mis le lait dans le placard au lieu du réfrigérateur. Les deux déclarations étaient des mensonges. Mais le genre de mensonge impossible à réfuter. Ils construisaient un dossier sur mon incompétence. Une petite fabrication à la fois. Je ne me souviens pas avoir fait ça. Karine et Thomas ont échangé un de leurs regards. « C'est exactement ce qui nous inquiète », dit-elle doucement. Problèmes de mémoire sont courants avec votre état. Il me manipulait, me faisant douter de mes propres perceptions. En parlant d'aide, dit Thomas, on pense faire venir un soutien supplémentaire. Une aide à domicile, peut-être une infirmière. Je n'ai pas besoin d'infirmière. Bon, pas encore, a concédé Karine. Mais ce serait bien d'avoir quelqu'un de près, quelqu'un qui comprend vos besoins spécifiques. Je réalisais qu'ils prévoyaient de m'entourer de leurs gens, avocats soignants. Le téléphone a sonné. C'était le cabinet du docteur Martin confirmant un rendez-vous. « Quel rendez-vous » a demandé Thomas. « Juste un suivi. »« On devrait probablement venir avec toi », a suggéré Karine. Pour t'aider à te souvenir de ce que dit le médecin, il se rapprochait, resserrant le cercle du contrôle. Bientôt, je ne pourrai plus voir mon médecin seul, ni parler à mon avocat en privé. Ce soir-là, après leur départ, j'ai appelé le détective privé, Marc. « Madame Fournier, votre avocat m'a donné quelques éléments, mais j'aimerais entendre la situation dans vos propres mots. » Je lui ai parlé du faux diagnostic, du comportement de Thomas et Karine, de ma certitude croissante qu'ils prévoyaient quelque chose. « Combien de temps voulez-vous maintenir la tromperie ?» Je leur ai dit 2 semaines. Nous en sommes au 3e jour. Ce n'est pas beaucoup, mais ça pourrait suffire. J'aurais besoin d'accéder à leur communication. Relevés téléphoniques, email, SMS. Comment pouvez-vous obtenir ça? Il y a des moyens légaux, a-t-il ajouté rapidement. Mais j'aurais besoin de votre aide. Pouvez-vous me faire entrer dans la maison, installer du matériel d'enregistrement? L'idée de poser des micros chez moi me semblait mal. Mais j'ai repensé à Karine, réorganisant ma cuisine. Oui, je peux le faire. Bien, je passerai demain matin. Et Madame Fournier, soyez très prudente avec ce que vous mangez ou buvez en leur présence. S'ils sont aussi désespérés que vous le pensez, ils pourraient essayer d'accélérer votre calendrier. Après avoir raccroché, j'ai vérifié la chambre d'amis. Ils avaient emménagé plus que quelques nécessités. Les produits de toilette de luxe de Karine étaient alignés. Les vêtements de Thomas étaient dans le placard. Ils n'aidaient pas une mourante. Ils emménageaient pour de bon. Dans ma chambre, j'ai remarqué que ma boîte à bijoux avait été légèrement déplacée. Mon alliance. Des boucles d'oreilles en diamant. Le collier de perles de ma mère. Tout était là. Mais visiblement catalogué. La découverte la plus troublante a eu lieu dans mon armoire à la pharmacie. Je prenais quelques médicaments pour la tension et le cholestérol. Les flacons avaient été déplacés. Et quand j'ai compté les pilules, j'ai réalisé qu'il en manquait. Juste quelques-unes de chaque flacon. Assez pour suggérer que quelqu'un expérimentait avec les dosages. J'ai rassemblé tous mes médicaments. Je les ai enfermés dans le coffre-fort de Richard à la cave. S'il prévoyait de m'empoisonner lentement, il devrait trouver un autre moyen. J'ai réalisé que mon faux test avait révélé quelque chose de bien pire que la cupidité. Je n'avais pas affaire à des membres de ma famille qui voulaient mon argent. J'avais affaire à des gens qui pourraient être prêts à tuer pour l'obtenir. Marc est arrivé à 9 heures le lendemain matin, 30 minutes après le départ de Thomas et Karine, pour une réunion avec des conseillers financiers. Marc ressemblait à ce que j'attendais. La cinquantaine, barbe grisonnante, le visage buriné. « Madame Fournier, dit-il en me serrant la main, merci de me faire confiance. Appelez-moi Michel. Et non, ce n'est pas facile.
Mais c'est nécessaire. Il a hoché la tête et est allé droit au but. J'ai déjà commencé à vérifier leurs antécédents. Les résultats préliminaires montrent des schémas financiers intéressants. Mais d'abord, protégeons-vous. Pendant l'heure qui a suivi, Mark a installé de minuscules micros dans ma maison. Un dans le salon caché derrière un cadre photo. Un autre dans la cuisine. Un troisième dans la chambre d'amis. Ils sont activés par la voix, a-t-il expliqué. La batterie dure environ 2 semaines. 2 semaines, c'est parfait. Il m'a aussi donné un petit enregistreur à porter déguisé en pendentif. Portez-le dès qu'ils sont là. Maintenant, dit-il en s'asseyant dans ma cuisine. Laissez-moi vous dire ce que j'ai trouvé. Il a sorti un dossier épais. Votre belle-fille Karine a un historique financier intéressant. Elle a fait faillite 2 fois ces 10 dernières années, les 2 fois, juste avant d'épouser des hommes riches. Les 2 fois. La bête, elle est mariée, avant votre fils, à un homme nommé David. Il est mort dans un accident de voiture 2 ans après leur mariage. Il lui a tout laissé. Environ 400 000 €. Elle a brûlé cet argent en moins de 18 mois et a fait faillite 6 mois avant de rencontrer Thomas. Mon estomac s'est noué. Vous dites qu'elle cible les veufs. Je dis qu'elle a un schéma. Des hommes riches, plus âgés, vulnérables. Elle les épouse, accède à leurs actifs. Et puis, il a haussé les épaules. Il arrive des choses. L'accident de David Kellerman a été classé comme tel. Mais les circonstances étaient suspectes. Il conduisait prudemment. Les conditions routières n'étaient bonnes. Pas de défaillance mécanique. Il a juste quitté la route. Le café dans ma bouche est devenu amer. Et l'assurance a tout payé. Clause de double indemnité pour mort accidentelle. Je posais ma tasse, mes mains tremblaient. Vous me dites qu'elle a tué son premier mari. Je vous dis qu'il y a des questions sans réponse. Et maintenant, elle est mariée à votre fils, qui doit hériter d'une somme substantielle de sa mère, soi-disant mourante. J'ai pensé aux pilules manquantes, à l'insistance de Karine pour préparer mes repas. Il y a plus, a poursuivi Mark. Votre fils a rencontré un conseiller financier, mais pas pour une succession. Il explore des investissements à haut risque. Et il se renseigne sur la liquidation rapide d'actifs importants. Quel genre d'investissement ? Le genre qui fait perdre de l'argent rapidement. Ou le genre qui peut cacher de l'argent aux autorités. Il m'a montré des relevés bancaires. Thomas avait contracté plusieurs gros prêts l'année dernière, en utilisant son héritage attendu comme garantie. Il a emprunté sur de l'argent qu'il n'a pas encore, a expliqué Mark. De l'argent qui dépend de votre mort. Si vous ne mourrez pas dans les délais, il va avoir de sérieux problèmes avec des gens très sérieux. Le tableau devenait plus clair, et c'était pire que ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas seulement de la cupidité. Thomas était financièrement désespéré, et Karine avait l'expérience pour faire disparaître les conjoints riches. Que recommandez-vous ? Premièrement, nous documentons tout. Deuxièmement, nous protégeons vos actifs. Et troisièmement... Il a fait une pause. Nous leur donnons assez de cordes pour se pendre. Oh, c'est-à-dire... Nous les laissons penser que leur plan fonctionne. Vous continuez la comédie. Pendant ce temps, nous rassemblons les preuves de leurs intentions. Quand nous en aurons assez, nous refermerons le piège. C'était risqué, mais c'était logique. Combien de temps nous faut-il ? Quelques jours de plus devraient suffire. Mais Michel, cela pourrait devenir dangereux s'il soupçonne quelque chose. Ne mangez rien de ce qu'il prépare. Ne prenez aucun médicament qu'il vous donne. Et ne soyez pas seul avec eux si vous pouvez l'éviter. Après le départ de Mark, je me suis assise dans mon salon. J'avais toujours trouvé Karine un peu froide.
Mais je n'avais jamais imaginé qu'elle pourrait être une prédatrice. Et Thomas, mon gentil petit garçon, cet enfant, était devenu un homme capable d'emprunter de l'argent contre la mort de sa mère. Le téléphone a sonné, c'était Karine. « Michel, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Fatiguée, » j'ai dit. Ce n'était pas un mensonge. Très fatiguée. « C'est normal. Écoutez, Thomas et moi avons discuté. Et nous pensons qu'il est peut-être temps de contacter les soins palliatifs. Juste pour évaluer vos besoins. » Mon sang s'est glacé. Soins palliatifs. Ça voulait dire morphine. Ça voulait dire des drogues puissantes qui pourraient facilement masquer un meurtre. Je ne suis pas prête pour ça. Je sais que ça fait peur. Mais ils ne sont pas là pour accélérer les choses. Atmark. Ils sont là pour vous mettre à l'aise. Pour s'assurer que vous n'ayez pas mal. Quand elle a laissé la phrase en suspens. Oui. Cela nous donnerait à tous la tranquillité d'esprit, a-t-elle dit. L'enregistreur autour de mon cou me semblait lourd. J'espérais qu'il captait la fausse inquiétude dans sa voix. Je vais y réfléchir. N'y pensez pas trop longtemps. Ces choses peuvent progresser vite. Cet après-midi-là, ils sont revenus avec d'autres provisions. Je les ai regardés décharger des valises, des boîtes de nourriture. Et ce qui ressemblait à du matériel médical. Quand ils sont entrés, Karine tenait un pilulier. « J'ai pensé que cela pourrait vous aider à suivre vos médicaments, » dit-elle. « C'est si facile de s'embrouiller quand on ne se sent pas bien. Je gère très bien mes médicaments. » « Bien sûr, c'est juste pour faciliter les choses. Je peux vous aider à le remplir chaque semaine. » Elle voulait le contrôle de mes pilules. Combiné à ce que Marc m'avait dit, l'implication était terrifiante. C'est très attentionné. Mais je préfère mon système actuel. Thomas s'est apparu. « Maman, il faut que tu coopères. On essaie de t'aider et tu nous combats à chaque étape. » Votre indépendance. Karine a ri sans humour. « Chérie, tu es mourante. L'indépendance n'est plus vraiment une option. » Ce soir-là, ils m'ont préparé le dîner. J'ai mangé la salade, mais j'ai prétendu être trop nauséeuse pour le plat principal, que Karine avait préparé séparément. « Tu dois manger pour garder tes forces », a-t-elle insisté. « Je n'ai juste pas faim. »« Mais tu vas dépérir, » dit Thomas. « Papa n'aurait pas voulu ça. » Mette encore la manipulation. Mais cette fois, ça m'a mise en colère. Ton père aurait voulu que je prenne mes propres décisions. Ils ont échangé un autre de leurs regards. Et j'ai vu la frustration sur le visage de Karine. Leur calendrier glissait. Après qu'ils soient allés se coucher, j'ai appelé Marc depuis la cave. « Commençons les enregistrements », j'ai chuchoté. « Accablant. Je les ai qui discutent de votre emploi du temps de médication. » Débattant de contacter votre médecin pour signaler de la confusion et planifiant ce qu'ils feront de la maison après votre départ. Des preuves là, des preuves de préjudice réel. Pas encore, mais ils s'enhardissent. Demain, je veux que vous acceptiez que Karine organise vos pilules. Nous les remplacerons par des placebos avant. Mais si elle essaie de vous donner quelque chose de nocif, nous l'aurons sans enregistrer. Peut-être non. C'était un jeu dangereux. Mais le temps nous manquait. Selon mon faux calendrier, il ne me restait que quelques jours. En remontant, j'ai entendu des voix venant de la chambre d'amis. L'enregistreur capterait chaque mot. Il pensait chasser une vieille femme sans défense. Ils avaient tort. La fin est arrivée plus tôt que prévu. C'était le 11e jour. Marc m'a appelé à 6h du matin, la voix tendue. « Michel, vous devez sortir de cette maison. Tout de suite. Ne faites pas de bagages. Partez. » J'étais dans la cuisine en robe de chambre. Thomas et Karine étaient censés dormir. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai intercepté un appel entre Karine et quelqu'un qu'elle appelle le docteur. Il prévoit de vous donner quelque chose aujourd'hui.
qui provoquera une crise cardiaque. Elle lui a dit que vous décliniez rapidement. Il faut que ça ait l'air naturel. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli lâcher le téléphone. Or Aujourd'hui, ils en ont marre d'attendre. Et les créanciers de Thomas s'impatientent. Il y a une fenêtre ce matin où ce docteur peut venir. J'ai regardé l'horloge, 6h15. J'avais moins d'1 heure. Partez maintenant. Allez dans un lieu public. Un café n'importe où avec des témoins. J'appelle la police. Mais il faut d'abord que vous soyez en sécurité. J'ai raccroché, j'ai entendu des bruits de pas au-dessus de moi. Ils étaient réveillés. Au lieu de monter, j'ai attrapé mon sac à main et mes clés de voiture. Et je me suis dirigée vers la porte de derrière. Mais alors que j'atteignais la poignée, j'ai entendu la voix de Karine derrière moi. « Vous allez quelque part, Michel. » Je me suis retournée lentement. Elle était au bas de l'escalier, entièrement habillée. Son sourire était différent maintenant, plus aigu. Le masque était tombé. Je voulais juste prendre l'air. En robe de chambre avec vos clés de voiture, elle s'est approchée. Et j'ai remarqué qu'elle tenait quelque chose dans sa main droite. Une seringue. Je ne crois pas, non. Mon cœur battait si fort. Karine, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a des jours. Elle a continué d'avancer. Vous mettez trop de temps à mourir, Michel. Et franchement, on en a marre de faire semblant. Où est Thomas? En haut. Il se prépare à jouer le fils éploré. Il est plutôt doué pour ça. Il s'est entraîné. Le docteur a dit que ce serait rapide. A-t-elle poursuivi en levant la seringue. On dirait que votre cœur a lâché. Très paisible, très naturel. Pour quelqu'un dans votre état. J'étais adossée au comptoir. Marc avait appelé la police, mais il n'arriverait pas à temps. « Vous avez tué votre premier mari, n'est-ce pas ?» j'ai dit. Elle a ri amusée. « Davido, c'était beaucoup plus salissant. J'étais jeune. Je suis devenue bien meilleure à ça. » Pourquoi? Parce qu'ils étaient vieux et gênants. Vous êtes juste une vieille femme assise sur de l'argent qu'elle n'utilisera jamais. Au moins avec Thomas et moi, il servira à quelque chose. La seringue était à quelques centimètres de mon bras. Je pouvais voir le liquide clair. Mais soudain, j'ai entendu quelque chose qui nous a fait sursauter toutes les deux. Des sirènes. La confiance de Karine a vacillé. Mais elle s'est reprise. Ça n'a pas d'importance. Le temps qu'ils entrent, vous serez morte. Et je serai la belle-fille éplorée qui a désespérément essayé de vous sauver. Elle s'était lancée, mais 43 ans de mariage avec un entrepreneur en bâtiment m'avaient appris une chose ou deux. J'ai attrapé la cafetière sur le comptoir et je l'ai balancée de toutes mes forces. Le verre s'est brisé contre son poignet. Elle a hurlé, lâchant la seringue. Le café chaud nous a éclaboussés toutes les deux. Mais la douleur semblait la déchaîner. Viviane. Elle a grogné venant vers moi avec son autre main. Je vais t'étrangler moi-même s'il le faut. Mais les sirènes étaient de plus en plus fortes. Et soudain, ma porte d'entrée a explosé. Des policiers ont inondé ma cuisine, armes au poing. À terre, les mains en l'air, Karine a levé les mains. La rage l'a quittée aussi vite qu'elle était venue. Du sang coulait de son poignet. « Où est votre fils ?» m'a demandé un des officiers. « En haut », j'ai dit d'un murmure. « Il est en haut, en train de s'entraîner à jouer le fils éploré. » Ils ont trouvé Thomas dans la chambre d'amis, vêtu d'un costume noir, répétant son expression dévastée dans le miroir. Il n'a pas résisté. Il n'arrêtait pas de dire « Je ne sais pas de quoi vous parlez », encore et encore. Marc est arrivé 20 minutes plus tard, suivi de maître pâtissier et étonnamment du docteur Martin. « Vous n'êtes pas blessé ?» m'a demandé le docteur Martin, examinant mes brûlures de café. Je vais bien. Mieux que bien. Pour la première fois en 11 jours, je ne suis pas mourante. L'ironie m'a fait rire. Un son qui frisait l'hystérie.
Au cours des heures suivantes, la police a tout examiné. Le plan était clair. Ils avaient recruté un médecin véreux pour mettre en scène ma mort naturelle. La seringue contenait un cocktail de médicaments qui aurait provoqué un arrêt cardiaque en laissant peu de traces. Pire encore, les enregistrements de Marc. Karine et Thomas planifiaient cela depuis des mois. L'argent emprunté a été le catalyseur, a expliqué Marc. Thomas devait plus de 300 000 € à des gens très dangereux. Il menaçait de s'en prendre à sa famille s'il ne payait pas. Donc, il était prêt à tuer sa mère pour sauver sa propre peau. Que se passe-t-il maintenant ? J'ai demandé. Ils seront inculpés de complot pour meurtre, tentative de meurtre, fraude. Et Karine sera probablement aussi poursuivie pour la mort de son premier mari. Et l'argent, a demandé maître pâtissier. C'est à vous de décider, Michel. Vous pourriez toujours le laisser à Thomas. Le sang reste le sang après tout. J'ai réfléchi un long moment. Oh pardon, la loyauté familiale. Puis j'ai pensé à la seringue, à la cruauté désinvolte de Karine, à Thomas répétant son chagrin dans le miroir. Non, j'ai dit finalement. Le sang n'est pas le sang quand il est empoisonné. 3 mois plus tard, je me tenais dans les bureaux de la Fondation Mémoriale Richard Fournier. Les 8 millions d'euros avaient été transformés en quelque chose qui aiderait les gens. J'ai gardé assez d'argent pour vivre confortablement. Voyager un peu. Voir les endroits dont Richard et moi avions toujours parlé. Mais le reste irait à des causes qu'il aurait soutenues. Des programmes pour les jeunes à risque. Des bourses d'études. Le procès était prévu pour le mois prochain. Thomas avait plaidé coupable. Mais Karine se battait. Son avocat prétendait qu'elle n'était qu'une épouse dévouée, essayant d'aider son mari. Je témoignerai bien sûr. Je leur parlerai de la seringue, de son aveu désinvolte. Mais surtout, je leur parlerai du test que j'avais conçu. Et comment il avait révélé que parfois les gens qui sont censés vous aimer le plus sont ceux qui sont le plus prêts à vous détruire. J'ai appris que la survie signifie parfois accepter que la famille n'est pas une question de sang, c'est une question de qui se soucie vraiment. De savoir si vous vivez ou mourrez. Le soir, je m'assois dans le fauteuil de Richard. Je pense au choix que j'ai fait. Ce mensonge m'a coûté les dernières illusions que j'avais sur mon fils. Mais il m'a sauvé la vie. Plus que ça, il m'a rendu ma liberté. J'ai 70 ans, je suis riche. Et enfin complètement seule. Et pour la première fois depuis 2 ans, cela ressemble à un cadeau, pas à un fardeau. Le test était terminé. J'avais ma réponse. Et j'étais toujours en vie pour faire quelque chose. Maintenant, je suis curieuse de vous savoir, vous qui écoutez mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne. Et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.